Bienvenue donc dans ce premier chapitre du thème numéro 3 corps humain et santé qui s'appelle devenir homme ou femme capable de transmettre la vie avec la deuxième partie du chapitre l'appareil reproducteur masculin. Souvenez-vous que notre problématique était de comprendre comment expliquer qu'à partir de la puberté un individu puisse transmettre la vie. Nous avions vu la dernière fois les grands changements de la puberté avec les caractères sexuels secondaires et nous en sommes maintenant à connaître les organes qui constituent l'appareil reproducteur de l'homme et le rôle de chacun. Alors souvenez-vous, nous avions vu qu'à la naissance, nous pouvions reconnaître un petit garçon d'une petite fille grâce au caractère sexuel primaire, l'apparition, donc la présence des organes sexuels, et qu'à la puberté, eh bien, les organes physiques se transformaient, donc les caractères sexuels secondaires apparaissaient. On passait d'un enfant immature à un adulte mature sexuellement. Donc tout ça passe par une masculinisation du corps. Ici, vous avez donc des faux jumeaux, Hunter et Scarlett Johansson. Ça aurait pu être nos faux jumeaux donc de notre première image. Là, vous les voyez, ils ont à peu près une vingtaine d'années. Hunter a un corps vraiment très masculinisé, Scarlett donc un corps extrêmement féminisé par ses caractères sexuels secondaires. Pourquoi apparaissent-ils? Nous avions vu le rôle important de cette glande cérébrale qu'on appelle l'hypophyse, qui va donc effectuer un contrôle sur cette fonction de reproduction et sur l'apparition des caractères sexuels secondaires. Cette hypophyse va libérer des hormones cérébrales, donc FSH et LH, qui vont, comme toutes les hormones, être libérées dans le sang, circuler dans le sang, agir sur les testicules, par exemple chez l'homme, qui vont eux-mêmes produire des hormones sexuelles qui vont aussi circuler dans le sang et agir sur les différents organes, les modifier et donc provoquer l'apparition de ces caractères sexuels secondaires. Même principe chez la jeune femme, où le cerveau, donc l'hypophyse, va libérer aussi des hormones cérébrales FSH et LH, qui vont agir donc sur les ovaires, qui eux-mêmes vont libérer des hormones sexuelles œstrogène et progestérone, qui vont être libérées dans le sang et agir sur des organes, par exemple comme l'utérus, provoquer l'apparition des règles, et sur les autres organes et déclencher l'apparition de la poitrine, l'accélération de la croissance, etc., etc. Donc, caractère sexuel secondaire lié à la présence des hormones sexuelles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment fonctionne l'appareil reproducteur masculin, et pour ça, on va s'intéresser aux constituants donc du liquide que l'homme libère au moment des rapports sexuels, c'est-à-dire le sperme. Ici, vous avez un tableau des valeurs normales d'une analyse de sperme. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ce tableau? Eh bien, c'est que par exemple, à chaque éjaculation, l'homme va libérer environ 4 ml de sperme. Que ces 4 ml vont être faits en réalité de 90% de liquide séminal, qui aura un rôle donc protecteur et nourricier, et puis seulement de 10% de spermatozoïdes, seulement 10%. Mais on se rend compte que ces 10% correspondent finalement à 400 millions de spermatozoïdes, puisqu'on me dit dans le tableau que j'ai à peu près 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de liquide. Eh bien, ces spermatozoïdes vont être produits en continu, d'accord, de la puberté jusqu'à la mort de l'homme. Il n'y a pas d'andropause, pas de moment où les testicules arrêtent de produire donc des spermatozoïdes. Un spermatozoïde humain aussi mesure en moyenne 55 micromètres et j'apprends que c'est une cellule mobile donc qui va être autonome, capable de se déplacer seule. Regardez, 3 millilitres donc, pardon, 3 mm par minute. Voilà pour les informations générales. Je peux observer aussi ces spermatozoïdes au microscope. Ici, vous avez donc les spermatozoïdes au microscope optique avec un grossissement de 1000. Je vois donc des cellules allongées avec une partie, une sorte de tête et un élément qui lui permet donc de se déplacer. Et au microscope électronique à balayage, qu'est-ce que je vois? Je vois finalement que entre les deux, entre donc cette tête qui est ici, d'accord, on représente donc là, imaginons pointillé, hein, et puis donc ce flagelle qui est là, eh bien, je vois de plus près qu'entre les deux, j'ai un élément intermédiaire, ce qu'on appellera une pièce intermédiaire. Okay, et tout autour, vous avez donc ce liquide séminal qui est à la fois nourricier et protecteur. Voilà pour l'observation au microscope électronique et au microscope électronique à balayage, au microscope optique. Je peux en déduire donc que les spermatozoïdes sont des cellules minuscules et mobiles, d'accord, qu'elles sont formées de 3 parties. Une tête qui va contenir le noyau, une pièce intermédiaire et un flagelle. Je peux faire un schéma, donc vous reproduirez, vous voyez le petit logo dessus. Vous reproduisez ce schéma en représentant bien donc sa tête qui fait environ 5 à 6 micromètres. Dans cette tête, je peux représenter le noyau. On fait le lien avec l'année prochaine. Dans ce noyau, je vais trouver donc les informations génétiques, c'est-à-dire l'ADN. On retrouvera évidemment le spermatozoïde et l'ovule l'année prochaine quand on parlera de transmission d'informations. Et puis, vous avez une pièce intermédiaire entre cette tête et ce flagelle, cet organe locomoteur. Cette pièce intermédiaire fait entre 5 et 10 micromètres de long. C'est une sorte de centrale énergétique qui a pour but de mettre en mouvement
d'accord, le flagelle, qui lui est la partie la plus longue du spermatozoïde, puisqu'il fait entre 45 et 60 micromètres de long. Alors, à partir de cette légende, je vous propose aussi donc de calculer à peu près une fourchette. Donc, un spermatozoïde humain mesure entre tant et tant de micromètres, d'après les informations que vous allez trouver donc, dans ce schéma. Voilà donc pour ce schéma d'un spermatozoïde humain. Alors, où ces gamètes mâles sont-ils produits? Eh bien, nous allons déjà essayer de repérer comment est fait l'appareil reproducteur masculin. Cet appareil est donc fait de plusieurs groupes d'organes, on en verra 3. En rouge, les organes qui permettent la production ou le transport des gamètes mâles, donc des spermatozoïdes. En vert, les organes annexes qui produisent la partie liquide du sperme. Et puis, on verra en bleu donc les organes qui permettent l'évacuation, donc l'organe d'accouplement qui permet l'évacuation du sperme à l'extérieur. Alors, on va commencer donc par la couleur rouge. Donc ici, j'ai donc l'organe reproducteur, le testicule, qui est là. Donc cet organe est pair, ça veut dire qu'il y en a 2. Ensuite, on voit que ce testicule est surmonté d'une partie un peu plus enflée qu'on appelle l'épididyme. Je souligne donc épididyme. Ensuite, cet épididyme se poursuit par un canal dans lequel les spermatozoïdes donc, vont se déplacer. Ils sont seuls pour l'instant dans ce canal, pardon. C'est donc le canal déférent qui arrive jusqu'ici, donc jusque vers la vésicule séminale. C'est donc le canal déférent. Tout ça va soit permettre la production des spermatozoïdes, leur stockage ou leur déplacement. Ensuite, je vais changer de couleur, je vais passer au vert avec les vésicules séminales qui sont ici. Donc là, on n'en avait qu'une parce qu'on a l'organe vu de profil. D'accord, et la prostate qui est donc ce gros organe là qui maintient aussi un petit peu le canal urinaire. Donc là vous avez la prostate. À partir du moment où les spermatozoïdes ont franchi ce cap, eh bien on va avoir non plus des spermatozoïdes seuls, mais des spermatozoïdes qui auront été mélangés avec le liquide séminal et le liquide produit par la prostate. Donc à partir de ce moment-là, je vais avoir du sperme. Donc je prends une couleur bleue pour indiquer qu'à partir d'ici, dans cette urètre, qui permet l'évacuation aussi de l'urine, et qui finit par le canal, par l'orifice urogénital, eh bien je vais avoir le sperme. Donc cette urètre permet l'évacuation du sperme, c'est-à-dire du mélange entre les spermatozoïdes et les liquides, le liquide séminal. Alors l'organe d'accouplement s'appelle le pénis, ce n'est pas un muscle, ce n'est pas non plus un os. À l'intérieur vous avez donc un organe particulier qu'on appelle les corps caverneux et les corps spongieux, qui vont être capables de se remplir de sang et donc d'augmenter en volume et d'augmenter en taille. Donc il faut que l'organe, le pénis, soit en érection pour que évidemment, le sperme puisse être évacué. Alors, 2 éléments ne font pas partie de l'appareil reproducteur masculin dans ce schéma, c'est la vessie et ici le rectum. Donc on est en vue latérale gauche, donc là vous avez la face ventrale de l'homme, ici la face dorsale. Et la vessie, vous voyez très bien qu'elle communique ici, il y a un petit canal donc urinaire, et vous voyez qu'elle communique un tout petit peu aussi avec le canal dans lequel va s'évacuer le sperme. Alors vous n'avez pas de mélange entre les deux, puisque lorsque le sexe est en érection, eh bien, le canal qui évacue l'urine est fermé. Les testicules sont protégés par le scrotum, qui est ce qu'on appelle les bourses. On peut noter que l'appareil reproducteur masculin est externe et qu'il est formé de plusieurs organes. Donc en rouge, les organes génitaux, les gonades, donc les testicules, surmontés de 2 épididymes, enfin chacun d'un épididyme, et s'ensuit un canal déférent. Ensuite, vous avez des organes annexes, la prostate et les vésicules séminales, dont le rôle est la fabrication des sécrétions qui forment le liquide du sperme, donc ce qu'on avait appelé le liquide séminal tout à l'heure. Et puis un organe d'accouplement, le pénis, qui va être le lieu d'évacuation du sperme via donc le canal qui est dedans, l'urètre, et l'orifice urogénital. Voilà donc pour les généralités sur l'anatomie de l'appareil masculin. Pour info, chaque testicule, vous le voyez ici, donc avec une dissection de testicules, est formé donc de nombreux tubes pelotonnés de 50 à 60 cm de long, c'est ce qu'on appelle les tubes séminifères. Vous voyez, ils sont très très fins, ils sont de couleur rosée ici, regardez bien l'échelle, ils sont vraiment des tubes de très petite taille. Les spermatozoïdes se forment donc à l'intérieur de la paroi de ces tubes. Là vous avez une coupe transversale d'un tube, je vais dessiner le contour de ce tube, donc on change d'échelle, on a un microscope électronique à balayage, regardez bien l'échelle est très très différente ici. Et je vois que depuis l'extérieur de ce tube jusqu'à l'intérieur du tube, j'ai une succession de petits éléments ronds qui finissent par un élément avec un flagelle. Donc c'est tout simplement des cellules mères des spermatozoïdes qui progressivement vont donner des spermatozoïdes de l'extérieur du tube jusqu'à ce qu'on appelle la lumière du tube.
Et ensuite, les spermatozoïdes sont évacués. Là, vous avez donc tous les flagelles hein, qui sont visibles ici au centre. Donc, les cellules, donc spermatozoïdes, se forment dans ces tubes séminifères et se forment sans cesse. Hein, c'est sans cesse renouvelé, ce qui fait qu'il y a une production continue, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les spermatozoïdes sont fabriqués et sont immatures, par contre, et donc sont immobiles. Ils vont passer ensuite dans l'extrémité, la lumière des tubes séminifères, pour aller vers l'épididyme. Une fois qu'ils sont dans l'épididyme, là oui, donc j'ai une paroi beaucoup plus épaisse, hein, d'accord, vous la voyez ici, donc cette paroi d'épididyme extrêmement épaisse. On a changé d'échelle également, on est toujours au microscope électronique à balayage, et je vois vraiment les spermatozoïdes d'une manière extrêmement précise. Hein. Je vois donc là le flagelle, la tête qui est ici pour ce spermatozoïde, ici la tête de ce second spermatozoïde, son flagelle, d'accord. C'est vrai que cette fois, le fait d'être stocké dans l'épididyme va leur donner une maturité, c'est-à-dire qu'ils vont être capables, à la sortie de l'épididyme, de se déplacer et de féconder un ovule, c'est-à-dire de rentrer à l'intérieur de l'ovule. L'épididyme, c'est un grand tube, très pelotonné aussi, mais qui fait seulement de 5 à 6 mètres de long. Donc pendant tout le long de ce tube, eh bien, les spermatozoïdes vont acquérir cette mobilité et cette capacité à féconder l'ovule. Au moment de l'éjaculation, les canaux déférents vont se contracter rythmiquement et vont propulser les spermatozoïdes vers l'urètre. Donc sur le trajet, ils vont se mélanger avec les sécrétions des vésicules séminales et de la prostate et ça forme le sperme. D'accord. Il n'y a jamais par contre de spermatozoïdes dans les vésicules séminales ou dans la prostate. Ils ne passent pas dans ces organes, c'est pour ça qu'on les appelle des organes annexes. Ces organes produisent un liquide qui va ensuite être libéré dans le canal déférent, qui va se mélanger avec les spermatozoïdes et qui va donner le sperme. Donc on va compléter notre texte tout à l'heure, on va rajouter le rôle des testicules, c'est le lieu de fabrication des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. On va rajouter le rôle des épididymes, c'est-à-dire c'est le lieu où les spermatozoïdes vont devenir matures. Rappelez-vous l'acquisition de la mobilité et aussi de la capacité à féconder l'ovule. Et enfin, les canaux déférents servent au transport des spermatozoïdes tout seuls. Voilà ce que vous rajoutez donc dans le texte par rapport à tout à l'heure. Alors cette fois, on va aussi rajouter des choses à notre schéma de l'appareil reproducteur masculin. Cette fois, on va le rendre plutôt fonctionnel. On a parlé donc des organes, maintenant on va parler aussi du transport. On va mettre en rouge le trajet des spermatozoïdes. Vous vous rappelez, ils sont fabriqués dans le testicule, ensuite donc dans les tubes séminifères, puis ensuite stockés dans l'épididyme où ils acquièrent leur capacité à se déplacer et à féconder l'ovule. Donc ils reçoivent ils deviennent matures, il suffit une maturation. Ensuite, ils vont être projetés dans le canal déférent. D'accord. Donc vous faites des petites flèches rouges qui sont dans le canal déférent, d'accord, et qui ensuite vont arriver jusqu'à l'intersection, c'est-à-dire là où il y a les vésicules séminales et la prostate, d'accord, donc jusque là. Ensuite, je n'ai plus des spermatozoïdes seuls, mais je vais avoir donc du sperme. Donc là, je vais représenter par une flèche bleue dans l'urètre, d'accord, cette flèche bleue qui correspond donc au sperme. Évidemment que le sperme va être évacué par l'orifice urogénital, mais pas quand le sexe est dans cette position-là. C'est bien évident qu'il faut attendre que le sexe soit en érection. Voilà donc pour ce schéma maintenant devenu fonctionnel avec le trajet des spermatozoïdes d'une part et du sperme de l'autre part. Donc pour un bilan rapide, eh bien, les spermatozoïdes se forment dans les testicules, dans ce qu'on appelle les tubes séminifères. Leur production est continue de la puberté jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Ces cellules évidemment sont autonomes et mobiles. Hein. Ces spermatozoïdes vont subir une maturation dans l'épididyme avant d'être évacués dans le canal déférent. Ils sont ensuite mélangés aux sécrétions des vésicules séminales et de la prostate, ce qui forme donc le liquide appelé le sperme. Ce sperme passe dans l'urètre et est libéré par l'orifice urogénital au moment évidemment d'une éjaculation. Là, je vous ai mis un schéma un peu plus réaliste entre guillemets, où on voit mieux le fait que certains organes soient doubles et la position par rapport à la vessie. D'accord. Donc là vous avez les uretères dans lesquels l'urine arrive, l'urine va se stocker à l'intérieur de la vessie ici. D'accord. Donc ça n'appartient pas à l'appareil reproducteur, mais il y a une partie qui est commune. Hein. L'urètre permet, l'orifice urogénital permet aussi l'évacuation de l'urine et du sperme. Donc vous savez que ici, si l'organe est en érection, eh bien l'urine ne peut pas passer. Elle est bloquée. Okay. Donc ça veut dire que ça ne gêne pas le départ des spermatozoïdes qui sont produits dans les testicules, qui passent dans l'épididyme, puis dans les canaux déférents, et qui ensuite vont se mélanger aux sécrétions des vésicules séminales et de la prostate, pour ensuite être évacués par l'urètre. Voilà, donc je n'ai pas les jambes et le pénis, je pense que vous l'avez repéré sur l'image. Voilà donc pour les principaux éléments à savoir sur l'appareil reproducteur masculin. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que c'est dans Pronote. Et la prochaine fois, donc, nous allons nous intéresser
à l'anatomie et au fonctionnement donc de l'appareil reproducteur féminin. À bientôt.